Et bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série Road to CM où j'analyse les parties que je joue en tournoi pour devenir maître candidat avant la fin de l'année 2030. Aujourd'hui, nous allons regarder ma quatrième partie au tournoi de Bill Chess Festival il y a une année, en 2025. Et pour cette quatrième ronde, j'ai dû affronter Gian Pinelli, un jeune de 2011 qui, à ce moment-là, avait environ 1850 points FIDE. Et ensuite, il est monté, vraiment, il a eu une très bonne performance au tournoi suivant, jusqu'à 1946, et on voit même qu'il est monté jusqu'à 1981 en février 2026, donc c'est sûrement quelqu'un qui va dépasser bientôt les 2000 points, même s'il est redescendu un petit peu et qu'actuellement il a de nouveau 1860 points. Ben, on voit quand même clairement une statistique, une ligne qui monte gentiment. Donc un joueur qui bosse beaucoup, qui fait beaucoup de tournois, comme vous pouvez le voir par tous ces petits points bleus. Et à ce moment, et au moment du tournoi, pardon, en juillet 2025, il avait justement 1850 points environ. Et puis, j'avais regardé son profil, j'avais vu qu'une année auparavant, non seulement il avait 1930 points FIDE, mais en plus, il avait fait une égalité contre un joueur à 2200 points. Donc, je vous propose de regarder rapidement cette partie contre Papir Carlos, et puis ce monsieur de Papir Carlos avec 2200 points, il n'a pas réussi à gagner avec les noirs. Gian Pinelli, mon adversaire, a joué le Queen's Gambit, le Gambit dame. Ils ont eu une partie assez tranquille, où ils ont finalement échangé les dames très rapidement, et puis il ne s'est pas passé grand chose de cette partie, c'était vraiment assez lent, tout le monde a amélioré ses pièces. Les noirs ont réussi à endommager un petit peu la structure de pion vers le roi, mais ça n'a pas suffi pour créer vraiment des chances d'attaque. Et la fin de la partie est un peu plus intéressante, avec les cavaliers qui se centralisent, mais il faut pas oublier que les noirs ont la paire de fous, surtout après ce coup où justement Gian Pinelli a enlevé ses fous. Et là, au lieu de recapturer tout de suite, les noirs ont décidé de faire un échec intermédiaire. Peut-être qu'il avait cru qu'il pouvait gagner avec une belle tactique comme ça, mais Papir Carlos n'a rien pu faire, c'était une égalité, donc ils ont décidé de faire une nulle après cette position. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que justement il a 2200 points, Papir Carlos, et mon adversaire Gian Pinelli, il y a 2 ans maintenant, il avait fait une égalité contre lui. Donc ça me prouvait déjà que c'était un assez bon joueur. Et comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'autres parties dans le profil sur Chessbase Online. Et j'avais vu qu'il jouait tout le temps le Queen's Gambit. Donc c'était vraiment très intéressant parce que ça m'indique que c'est un joueur assez positionnel, surtout qu'avec les noirs, il joue également la Caro-Kann ou la défense slave quand il doit faire face à D4. Apparemment, actuellement, il est passé à d'autres variantes comme le Grunfeld, qui sont beaucoup plus agressives, mais ce n'était pas le cas il y a une année. Bien sûr, je me suis posé la question, comment a commencé son tournoi? Voyons voir. Nous passons désormais sur chess.com avec la première ronde qu'il a jouée avec les blancs contre un joueur beaucoup plus faible que lui, 1640 points, et il a fait une égalité. De nouveau avec le Queen's Gambit, on va vraiment la regarder très rapidement par curiosité, mais il avait la chance, quelques opportunités de lancer une attaque, mais il a été assez lent, et au final, il s'est fait vraiment avoir tactiquement, il était même en train de perdre. Bon, si les Noirs étaient des joueurs plus forts, ils auraient peut-être trouvé comment continuer l'attaque. Malheureusement, pour lui, il ne l'a pas réussi. Ce qui fait que, au final, la partie s'est terminée sur une égalité, mais il aurait pu tout à fait la perdre, alors que le joueur est beaucoup plus faible que lui. Et même s'il avait un cavalier en plus, ça ne change pas grand-chose, parce que il n'a pas réussi à promouvoir son pion, alors qu'il aurait pu, comme vous avez pu voir, avec la barre d'évaluation du moteur. Donc, une partie assez mal jouée de sa part, mais ce n'est pas tout. À la troisième ronde, il a cette fois perdu contre un joueur de 1584, donc encore plus faible, de nouveau un Queen's Gambit, et là, c'était vraiment une variante assez tranquille. Tout d'un coup, il fait dame B1, qui est vraiment bizarre. D'habitude, la dame, elle vient plutôt en C2. Et ce n'était pas une erreur de transmission de l'échiquier, mais il a effectivement fait un échange de dames, sauf que là, il a donné vraiment un fou gratuitement. Il a peut-être oublié que lorsque le cavalier bougeait, il attaquait la tour, ce qui fait que très rapidement, il a perdu la partie. Même si les noirs n'ont pas fait le meilleur coup, ils auraient dû venir en C4. Au final, ils ont sacrifié le cavalier pour un pion, mais ils ont quand même gagné une pièce, et maintenant, la partie est faite. Il y a déjà un bel avantage pour les noirs. Et Gian Pinelli, mon adversaire, a décidé d'abandonner à ce moment-là. Qu'est-ce que nous disent toutes ces statistiques et ces observations de préparation?
c'est que c'est un joueur positionnel, puisqu'il joue le Queen's Gambit avec les blancs, la Caro-Kann et la défense lave avec les noirs, mais il a aussi eu des mauvaises parties en commençant le tournoi, et qu'il est sûrement dans une phase négative. À 14 ans, psychologiquement, il est sûrement pas encore très fort, ce qui fait que je me suis dit, il va peut-être mal jouer ou essayer de forcer la position pour gagner la partie, et je peux peut-être en tirer un avantage. Puisqu'il était assez faible tactiquement, comme on a vu, en tout cas dans le début du tournoi, je me suis dit, préparons une ouverture très agressive. Passons donc à la nouvelle scène avec le Bill Chess Festival, justement, toutes les informations, et vous vous demandez peut-être qu'est-ce que sont toutes ces petites pastilles blanches? Eh bien, c'est très simple. En blanc, ça veut dire qu'elles sont à jouer, mais comme on peut voir dans le premier épisode, j'ai malheureusement perdu la partie, alors que la deuxième, je l'ai gagnée. Même chose pour la troisième. Donc, on va voir ce qui se passe dans cette quatrième partie, si je la gagne, je la perds, ou si on fait une partie nulle. Donc, commençons la partie avec E4, toujours, best by test, comme disait Bobby Fischer, C6, Caro-Kann, aucune surprise, D4, D5, et maintenant, quelle est la variante la plus agressive contre la Caro-Kann? C'est F3, la variante Fantasy, qui peut peut-être vous surprendre parce qu'elle affaiblit vraiment la diagonale contre le roi, mais en réalité, si les noirs décident d'échanger, ils peuvent jouer E5, menacer justement cet échec, et après cavalier F3, tout d'un coup, on commence à avoir vraiment beaucoup d'idées d'attaque. On peut imaginer qu'on fait le roc, qu'on développe le fou, et tout d'un coup, il y a beaucoup de pièces qui peuvent sauter très rapidement pour attaquer ce pion F7 faible, qui, dès le début de la partie, c'est le seul pion défendu uniquement par le roi, donc très très faible. Et c'est justement l'idée principale de cette variante. Malheureusement, mon adversaire n'est pas parti dans cette continuation très tactique, mais il a joué un coup un peu étonnant, qui peut-être vous surprendra si vous ne le connaissez pas. Ce n'était pas E6, qui est le coup joué par la plupart des maîtres, bien sûr j'étais préparé, et d'ailleurs c'est le coup que je conseille également à mes élèves, car il permet de calmer un peu la position, ne pas avoir de tactique trop directe, et puis de transformer la position dans d'une partie beaucoup plus lente, positionnelle, ce qui est souvent plus simple à défendre, en tout cas pour les débutants, comparé à des variantes où il y a plein de pièges comme celle-ci, justement, où les blancs ont tout le fun d'attaque. Après, bien sûr, c'est discutable, à plus haut niveau, on peut tout à fait accepter. Mais ceci dit, mon adversaire qui avait un style plus positionnel, il a réfléchi pendant 2-3 minutes, il s'est levé, il a regardé un peu les autres échiquiers, je ne savais pas trop ce qu'il faisait, et au bout d'un moment, il a joué G6 quand il est revenu, et G6 transforme la position sur une partie complètement positionnelle, de nouveau assez similaire à E6, sauf que G6 c'est un coup vraiment plutôt joué par les moteurs et beaucoup moins par les humains, parce que tout d'un coup après E5, que j'ai joué immédiatement puisque j'avais préparé cette variante, je savais que G6 était la meilleure réponse d'un point de vue objectif, tout d'un coup ça commence à être assez difficile à jouer pour les blancs, car après G7, F4, ce fou il est vraiment nul. Et peut-être je peux même commencer à tout de suite attaquer avec ces pions. C'est pour cette raison que la plupart des humains ne vont pas dans ces variantes, même si objectivement elles sont tout à fait jouables. Pour un humain, ce n'est pas si facile. Et puisque je ne m'attendais pas à ce qu'un humain aille dans cette variante, je n'étais pas non plus trop préparé. Donc après fou F5, cavalier F3, désormais c'était mon dernier mouvement de préparation, surtout qu'il a joué C5, qui m'a un peu étonné, parce que C5, généralement, on le joue quand le fou veut reprendre le pion, alors que là, il est en fianchetto. Et malheureusement, j'ai eu une petite hallucination, excusez-moi pour toutes les flèches, mais j'aurais tout à fait pu prendre. J'ai eu un peu peur de l'échec, et je m'étais dit, je vais couvrir, mais je perds le pion, et je voulais pas trop que son pion maintenant puisse peut-être plus tard avancer, surtout qu'il a déjà le fou pointé ici, la dame, peut-être qu'il pourra développer le cavalier et la tour, avoir un peu de pression de ce côté-là. En réalité, j'ai halluciné, parce que là, il y a un mouvement très simple, je peux gagner un pion, et s'il décide d'échanger, là c'est même pire pour lui, il y a une menace de fourchette, et bien sûr, tout va très bien, il y a un bel avantage pour les blancs, on est à plus 3,5, donc complètement gagnant. Donc dommage que j'ai pas vu que je pouvais prendre le pion, et peut-être qu'il serait entré dans cette ligne perdante, peut-être pas. En l'occurrence, j'aurais dû prendre le pion, mais comme je vous ai dit, j'ai halluciné, j'ai pas vu que ce pion était complètement gratuit, et c'était une grosse indication de ma puissance de calcul il y a une année. Aujourd'hui, c'est normalement un petit peu mieux. Donc, j'ai fait une imprécision, j'ai pas profité du pion gratuit, j'ai joué pion C3, qui est quand même un coup assez bon, mais une imprécision. Et ensuite, il me surprend avec C4, qui là est vraiment une grosse erreur stratégique. Sur le moment, ça me paraissait un assez bon coup, parce que je me suis dit, tout d'un coup, mon fou, il devient un peu
mauvais et il sera contraint à se développer de cette façon. En réalité, c'est un très très mauvais coup C4 parce qu'il est joué en général uniquement si, et je vous fais un petit exemple, les noirs jouent cavalier C6, moi je joue A3 tout d'un coup, la case B3 devient extrêmement faible et donc là C4 devient un bon coup car le cavalier peut venir sur cet avant-poste extrêmement puissant dans mon territoire. Donc C4 on le joue dans ce genre de structure de Caro-Kann ou même de française quand on a les pions de cette façon. C4 est joué par les noirs uniquement lorsque les blancs ont joué A3, justement parce que les noirs peuvent profiter de ce avant-poste. Et bien sûr, cette chose, je ne la savais pas à l'époque, donc une autre amélioration de ma part, yes, c'est la bonne route pour devenir maître candidat, mais sur le moment, ça m'a paru un bon coup. Revenons à la partie, j'ai joué H3 avec l'idée de G4, qui l'a empêché avec H5, j'ai joué cavalier BD2 avec l'idée de préparer la rupture de pion B3 pour jouer sur l'aile dame. En réalité, je n'avais même pas besoin de la préparer. Je pouvais tout de suite la jouer. Et là, le moteur me dit que j'aurais dû reprendre de la dame pour faire une double menace, qu'il peut parier avec dame D7. Et ensuite, C4 me permet d'exploser immédiatement la position, comme dit Ben Gold, C4 explosive, vu que c'est un explosif, le C4. Donc C4, E6, C prend D5, E prend D5, cavalier C3, cavalier E7 pour défendre le pion, fou A3 pour menacer de prendre le cavalier et le pion, donc cavalier B6 est pratiquement forcé, fou B5 pour clouer le cavalier, roc, roc, et apparemment le moteur dit que en ce moment, les blancs ont un bon avantage avec plus 1,5, si c'est apparemment ce que j'aurais dû faire, tout de suite casser en B3 comme on a vu, et entrer dans la ligne qu'on vient d'analyser. Je n'ai pas vu tout ça, car je ne suis pas stockfish, comme je le dis souvent. J'ai d'abord préparé la poussée, qui reste de nouveau un coup quand même très logique. J'ai donc fait ma rupture de pion comme prévu, il a répondu avec B5, j'ai développé mon fou en E2, et là il me surprend avec un autre mouvement un petit peu imprécis, un autre coup douteux, fou H6. Pourquoi c'est un coup douteux? Parce qu'il a déplacé 2 fois son fou dans l'ouverture, ce que, bien sûr, ne respecte pas les principes de Lasker. Et puis, même si c'est un coup un peu étonnant, il a le mérite d'attaquer mon pion. Mais par contre, il a le désavantage que maintenant ce cavalier ne peut plus se développer puisque mon pion bloque sa case naturelle. Et là, j'ai réfléchi un petit moment, que faire par rapport à ce pion attaqué, et vous voyez, j'ai 1 minute 19, j'ai pris 15 minutes avant de trouver cavalier H4, qui est le meilleur coup, et j'étais très content. Il ne faut pas avoir peur du sacrifice de pion, parce que là, je peux échanger le fou, qui était un fou très puissant, puisqu'il était en dehors de sa structure de pion, et à ce moment-là, s'il décide de recapturer, je peux faire le petit roc, attaquant son fou. Imaginons qu'il capture une pièce et dans cette position, on arrive avec un joli avantage, j'attaque le pion donc il est obligé de le défendre, et là tout d'un coup H5 tombe, il pourrait peut-être jouer Dame H4 de façon assez agressive pour menacer mon fou, mais je peux tranquillement revenir en arrière, j'étais venu jusque là dans mes calculs, donc bien plus concentré que le début de la partie où j'avais halluciné, comme vous vous rappelez du pion là, et ben là un calcul assez juste, et effectivement j'avais évalué que j'aurais eu un bel avantage, on est à plus 1,5, donc j'étais assez content lors de l'analyse de voir que mon idée fonctionnait. Si on revient maintenant un petit peu en arrière, à ce moment-là, il peut décider d'échanger tout de suite, j'aurais repris de la dame, et après qu'il reprenne avec le cavalier, même chose, roc, il y a une belle attaque, c'est le mouvement que je pensais durant la partie, je garde un avantage conséquent, plus 1,5, mais en réalité j'aurais dû jouer dame G5, et là, qu'est-ce qu'on arrive? On a une menace très importante, qui peut être parée uniquement par fou, roi F8, et après dame prend F5, E6 qui attaque la dame, je reviens en arrière, je fais le roc, je menace F2, cette fois j'ai un avantage vraiment gagnant à plus 3. Donc cette ligne avec cavalier H4, elle marche vraiment, il ne peut pas se permettre de prendre le pion comme on a vu. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a réfléchi et il a trouvé le bon coup, fou D7. La partie continue avec dame C2 qui menace peut-être un sacrifice. Qu'est-ce qui se passe s'il avait capturé le pion à ce moment-là? J'aurais pu peut-être sacrifier car s'il capture, ça aurait été une grave erreur parce que le roi est forcé en F8 et après le grand roc, tout d'un coup le fou est cloué, je vais regagner ma pièce et une énorme attaque. Donc il ne peut pas se permettre de capturer mon sacrifice. Donc, qu'est-ce qui se passe si, à ce moment-là, je me suis dit, peut-être qu'il peut prendre en E5. Donc, tout ça, c'était dans mes calculs. Je vais reprendre avec le cavalier, lui aussi. Et après, D prend E5, j'ai de nouveau un bel avantage, parce que j'ai le roc, la colonne F semi-ouverte. Je pourrais amener ma dame, et puis peut-être faire un échec et mat assez rapide. Donc, tout ça, ça a l'air de marcher.
Je me suis dit, mais attends, est-ce que si il capture en F4, je peux vraiment faire ce sacrifice? Eh ben non, malheureusement, il a fou G3, un coup intermédiaire, il m'oblige à déplacer mon roi, idéalement en D1, comme ça je peux quand même amener ma tour, sauf que après il peut défendre, ou plutôt attaquer mon cavalier avec sa tour. Bien sûr, il ne peut toujours pas prendre à cause de la dame qui rentre, et donc il est obligé plutôt de défendre avec sa tour, ce qui fait que tour F1 devient assez logique, et là par contre il peut capturer, malgré que sa tour soit un petit peu incertaine sur la case H6, en réalité si on active le moteur on est à plus 0,5, donc quand même un léger avantage pour les blancs, mais c'est vraiment pas si facile à concrétiser. Donc tout ça était des lignes fort intéressantes, mais je tiens quand même à continuer un petit peu la ligne à ce moment-là, parce que Stockfish nous propose une série de mouvements vraiment passionnantes, avec B prend C4, D prend C4, cavalier prend C4, pas vraiment un sacrifice car on attaque la tour, fou F5 contre-attaque, on sacrifie la tour pour ensuite reprendre le pion, et après les noirs peuvent sacrifier leur cavalier, les blancs sacrifient à nouveau avec échec leur propre cavalier. Les noirs sacrifient la dame. J'ai oublié de mettre un petit excellent coup. Voici, ils sacrifient la dame. On fait un échec intermédiaire en sacrifiant le fou. Et après, on reprend la dame. Il y a un autre échec. La tour peut reprendre ici en sacrifiant le cavalier. Et apparemment, ici, essayez d'évaluer la position. On est à plus 1,5, voire plus 2 pour les blancs. Donc un grand avantage. Stockfish, c'est vraiment un truc de dingue. Je suis vraiment fasciné par ces lignes de moteur parce que c'est vraiment le genre de coups qu'on trouverait jamais et qui sont assez passionnants, qu'on pourrait passer des semaines à analyser pour essayer de comprendre comment cette suite de coups brillants, excellents, fonctionne, des sacrifices les uns après les autres. C'est vraiment fascinant, quoi. Donc, revenons un peu en arrière parce qu'on s'est vachement égaré, excusez-moi, mais la passion se fait un petit peu sentir sur tous ces sacrifices. Comme vous l'aurez compris, j'aime bien sacrifier les pièces. Donc, revenons tout en arrière, où j'ai sacrifié bien sûr le pion, mais mon adversaire n'a pas accepté mon sacrifice, il a joué Dame C8. Un bon coup de respiration, on continue. Cavalier DF3, qui cette fois défend le pion avec mon fou. Fou G7, il fait un troisième mouvement dans la même partie avec son fou, mais maintenant il libère la case pour son cavalier, et peut-être il veut venir en F5. Donc j'améliore moi aussi mon fou, je me suis dit, ce pion n'est plus sous pression, mettons-le sur une diagonale un peu plus active, juste en face du roi. Cavalier H6, ce n'est pas une surprise, et tour F1, qui est vraiment un coup un peu bête, j'avais hésité à faire le roc, qui a le même objectif d'amener la tour sur la colonne F, mais j'avais peur de ce sacrifice. Avec l'analyse, c'est toujours facile de voir que le moteur nous dit que c'est une erreur grave, mais dans la partie, je n'étais pas si sûr parce que tout d'un coup, la dame se rapproche et je m'étais dit peut-être je peux jouer tour F2 pour défendre, mais il y a cavalier G4 qui menace la tour, donc je m'étais dit peut-être je peux contre-attaquer avec fou F1, ou alors je m'étais beaucoup concentré sur tour G2 qui malheureusement n'est pas le bon coup parce qu'il a cavalier E3. Et je me suis arrêté de calculer à ce moment-là parce que j'ai vu qu'il faisait une double attaque sur ma dame et ma tour que j'avais pensé, être un échec et mat, mais j'avais omis dans mes calculs que le cavalier défendait la tour et donc ce n'est pas un échec et mat, donc ça reste jouable, mais ce n'est pas la meilleure variante. Dans cette hypothèse, fou F1 est mieux car il est obligé de déplacer sa dame, il n'a pas beaucoup de cases, dame G3, tour G2, dame prend F4, B prend C4, cavalier prend D4 avec l'attaque sur la dame, et après ce sacrifice, la dame se libère à la case E3, ce qui fait qu'il peut recapturer mon fou en A3, souvenez-vous, et apparemment, de nouveau, les blancs ont un très bon avantage avec plus 3, puisqu'on a un cavalier contre 3 pions des noirs. Tout ça, bien sûr, très difficile à voir dans la partie, souvenez-vous, à ce moment-là. Donc une grande ligne, et pour cette raison, j'avais un peu peur du sacrifice en H3, je n'ai pas roqué, j'ai joué tour F1, qui me garde quand même un léger avantage, mais m'enlève quand même pas mal de chance. Il a continué avec cavalier F5, et il menace bien sûr une double attaque, j'ai donc échangé, et maintenant il m'attaque la dame, je déplace tout simplement. Cavalier A5, que je n'ai pas trop compris, mais bon, il met un petit peu la pression là-dessus, et j'ai continué donc avec fou B4, tout simplement attaquant le cavalier, et peut-être préparant ensuite une poussée en A4, donc il l'a redéplacé, et j'étais de nouveau un peu surpris de cette manœuvre, parce que au final, son cavalier ne peut pas venir là, donc c'est un peu étrange, est-ce qu'il veut remanœuvrer encore comme ça, ou peut-être venir plutôt en E6,
Mais c'est un peu étonnant parce que il a fait beaucoup de coups avec son cavalier. Certes, la position est fermée, mais pas pour très longtemps. Donc il n'a pas le temps de faire toutes ces manœuvres, car je peux tout de suite casser le côté de dame avec A4. Il a répondu A5, je sauve mon fou, et je m'attendais absolument à B4, qui est le meilleur coup, et après C prend B4, A prend B4, fou prend B4, cavalier A5, qui a une grande menace, donc je suis pratiquement obligé de prendre le cavalier. Là, je peux reprendre le pion, et après cavalier D2 qui menace le pion C4, il y a la poussée, cavalier B3, C2, dame D2, une ligne très très longue, de nouveau de Stockfish, qui se termine par un bon avantage des blancs avec +1, c'est la meilleure continuation, j'attaque la tour, je suis prêt à revenir avec ma tour peut-être pour reprendre le fou, ou alors faire un échange avant de prendre le pion. Enfin bref, une ligne compliquée, mais B4, c'est sûr que c'était le bon coup parce que il me fait rétrograder. Et il n'a pas joué ça, il a joué B prend A4. Énorme erreur qu'il a joué, comme vous pouvez le voir, en même pas 30 secondes, puisqu'il a plus de temps. Il y a 30 secondes de bonus à chaque fois. Il a joué beaucoup trop vite, et là il s'est rendu compte de son erreur. Après B prend C4, tout d'un coup je gagne un pion, parce que une fois qu'il y a la recapture, tout d'un coup je gagne le pion A4 avec échec, et je gagne bien sûr C4 derrière. À ce moment-là, il était extrêmement frustré, il a décidé d'échanger les dames, qui m'a un petit peu surpris puisque j'avais un pion d'avance, mais peut-être que ce pion arriéré sera un peu difficile à défendre, voyons voir. Il a joué A4, qui est son pion passé, j'ai joué cavalier G5, très agressif, il a été obligé de jouer E6, et maintenant ces deux cases deviennent extrêmement faibles, donc ma petite manœuvre, j'étais assez fier, et là j'ai trouvé fou D3 qui était vraiment le bon coup à jouer, j'ai hésité à revenir en G5, en sacrifiant le pion. De nouveau, vous voyez que j'aime bien sacrifier. Et s'il avait accepté mon sacrifice, tout d'un coup, j'ai fou B5 avec échec. Le roi serait obligé de s'approcher du centre, ce qui fait qu'il y a une double attaque avec le cavalier. J'ai calculé environ jusque-là, mais malheureusement, je me suis rendu compte que il pouvait prendre lui aussi ma tour. Et après cet échange, je m'étais dit, ok, je reprends le pion. Ça, c'était tout mon calcul. Et je ne savais pas exactement comment évaluer la position. J'ai eu un peu de peine à me rendre compte que j'avais deux pions en plus, dont surtout un pion passé, la paire de fous, un fou qui est très mauvais. Donc là, la position, elle est complètement gagnante. On est à +5. Mais j'ai mal évalué ça, sinon j'aurais probablement joué cavalier G5 parce que le sacrifice est assez tentant quand même. Je pense que les blancs ont des chances de le prendre puisque ça attaque la tour, ça donne envie. Mais ce sacrifice ne marche pas car les noirs ont cavalier A5 et maintenant j'ai perdu du temps avec mon cavalier, je vais perdre du temps avec mon fou, donc peut-être qu'il aurait trouvé cavalier A5. Pour ces deux raisons, mon mauvais calcul et cavalier A5 qui paraissait quand même assez énervant, je suis revenu en arrière, fou D3, comme vous voyez j'ai pris 3 minutes pour trouver tous ces calculs. Donc roi D7, tour F2 pour défendre le pion et activer ma tour, fou F8, quatrième mouvement de la partie avec son fou, que j'ai échangé. Et ensuite, C4 était malheureusement une erreur stratégique très importante, parce que maintenant mon pion en D4 devient extrêmement faible. En réalité, j'aurais dû plutôt jouer cavalier F6 avec échec, et après roi C7, je pouvais proposer un échange de fou. Si il échange, je suis très content parce que, bien sûr, j'ai un pion d'avantage. Le moteur conseille cette continuation. J'ai un petit doute. Bref, on arrive de nouveau avec des positions gagnantes, mais ce n'est pas arrivé en partie. Revenons à ce qui est arrivé en partie avec l'erreur C4. Erreur stratégique car maintenant mon pion devient difficile à défendre. Il a tout de suite essayé d'en profiter avec tour FD8, et là, malheureusement, erreur de ma part, j'ai amélioré ma tour, mais j'ai omis le fait qu'une fois qu'il déplace son roi, je n'ai aucun moyen de défendre mon pion. Et comment est-ce qu'on peut le défendre? Il faut anticiper qu'il va déplacer son roi, avec par exemple roi E2, ou alors, selon le moteur, roi D2, ne pas avoir peur de s'aligner, mais le moteur conseille roi E7, et après roi C3 pour défendre le pion, cavalier A5, tour A3, j'aurai apparemment un peu de jeu sur ce pion avancé avec les tours. La ligne du moteur continue, si je vous la mets très rapidement si vous êtes curieux, mais elle devient assez dangereuse parce que les blancs font la promotion, je suis obligé de sacrifier mon fou, mais j'ai quand même toujours un pion, voire deux d'avance, et bien sûr j'ai maintenu mon pion D4, donc là les blancs sont complètement gagnants.
nous ne sommes pas Stockfish quand même, j'aurais dû voir qu'il prévoyait de déplacer son roi, et là, si j'avais réfléchi, j'aurais quand même trouvé jusqu'à roi C3 qui défend le pion. Malheureusement, j'ai joué assez lentement, 3 minutes, et j'ai quand même omis cette erreur tactique, donc clairement un point faible à améliorer, toujours le cas d'ailleurs. Donc roi C7, je perds le pion, je me suis dit autant le sacrifier en posant quelques questions à mon adversaire. Et de nouveau, si j'avais réfléchi un peu plus, j'aurais trouvé que je pouvais prendre le pion, mais j'avais peur qu'il recapture avec la tour. Et après roi E2, tour AD8, cavalier F2 pour défendre le fou, cavalier C5, je me suis dit, mais attends, il met une énorme pression sur mon fou, moi j'ai des pièces extrêmement passive, en défense, là c'est sûr qu'il a un avantage. Si on allume le moteur, il a effectivement un avantage, mais assez léger, moins 0,5, et c'est la meilleure chose que je peux faire, donc j'aurais dû me lancer là-dedans. Malheureusement, ça me faisait un peu trop peur avec toutes ces pièces actives. Pour cette raison, j'ai décidé d'essayer de compliquer le jeu avec cavalier G5, qui menace un pion qui attaquerait la tour. Et ça a payé parce que après cette petite attaque, je suis revenu en arrière. Certes, la position est perdante, mais il n'a pas géré la position au mieux. Il a défendu effectivement le pion, comme je vous disais tout à l'heure, et c'est une erreur fatidique, car il me redonne tout son avantage et on vient à l'égalité. Donc une partie un peu chaotique, cette fois j'ai pu reprendre, il a repris avec le fou. S'il avait pris avec la tour, j'aurais pris bien sûr le pion F7, mais il a pris avec le fou, et tout d'un coup, tour C1 devient très très énervante pour lui, parce que le cavalier n'est pas défendu. C'est pour ça que reprendre avec la tour, c'est vraiment le meilleur coup, car elle défend le cavalier. Revenons donc à la partie après tour C1 où j'attaque le cavalier qui n'a pas de défense. S'il l'avait défendu avec le roi, tout d'un coup j'ai une belle tactique avec une attaque sur la tour, et une fois qu'il se déplace, j'ai le choix, soit je prends la tour, soit je prends le cavalier, les deux variantes sont complètement gagnantes. Donc il n'a pas joué roi C6, mais il a trouvé le bon coup, tour A5 pour défendre, et maintenant, après un peu de réflexion, j'ai trouvé tour B5 qui menace tout simplement la tour, mais également le cavalier. J'avais beaucoup hésité avec fou B5, et heureusement j'ai trouvé que ça ne marchait pas, car A3 est le seul coup qui m'attaque la tour. Je n'ai pas le temps de prendre la sienne, car il menace maintenant la deuxième, et après tour B1, fou A2, même si je reprends le pion, il y a une fourchette avec double attaque, et ça, bien sûr, ça ne me plaisait pas du tout, j'allais perdre la partie, et j'avais plus que 7 minutes 40, donc je me suis dit, même si fou B5 peut-être fonctionne, tour B5 me paraît beaucoup plus incisif et enlève cette menace avec tempo sur ma tour, donc j'ai joué tour B5, ça a été récompensé, parce que là, au lieu de trouver tour B5 qui est le seul coup qui lui permet de rester dans la partie, même avec un petit désavantage, parce qu'il est obligé de sacrifier sa tour, là j'aurais bien sûr gagné très probablement la suite de la partie. Là, il n'a pas trouvé ça, il a joué fou C4, ce qui fait que j'ai deux façons pour gagner, soit je prends la tour, soit je prends le fou, car si je prends le fou, il défend également ma tour, mais j'ai trouvé la variation la plus juste avec tour prend A5, et il a abandonné. Donc, une partie extrêmement chouette, très chaotique, avec pas mal d'imprécisions de calcul de ma part, mais aussi des bons calculs où j'ai joué des sacrifices très intéressants. Et bien sûr, nous ne sommes pas des grands maîtres, il y a toujours des imprécisions, des erreurs, mais c'est comme ça qu'on apprend, en les analysant après en détail avec ce genre de vidéos qui n'ont pas énormément de succès puisque les gens préfèrent les shorts de 1 minute, mais quand même je trouve très intéressant, surtout pour moi, et j'espère pour vous aussi, de voir tous ces détails qui sont cachés en fait dans l'échiquier, et en réalité il y en a plein d'autres, on pourrait vraiment analyser pendant des heures une partie du genre extrêmement chaotique, mais j'espère que déjà une demi-heure ça vous a suffi, et puis on se voit dans la toute prochaine vidéo. Merci beaucoup pour avoir visionné cet épisode, et on se verra dans un prochain épisode de Road to CM. Allez, ciao ciao. Un dernier petit détail, je suis en train de faire le montage, et bien sûr, vu que j'ai gagné la partie, on peut mettre une belle pastille verte. Yes.